En fait, malgré toutes ces récidives, je sais qu'il y a une partie de moi qui nourrissait ce cancer aussi, cette maladie à travers ce contrôle, à travers, ces troubles du comportement alimentaire, à travers tous ces symptômes finalement qui étaient peut-être beaucoup plus mental que physique. Et ça, c'est aussi assez une claque que je me suis prise, et qui est très dure aussi à partager et à essayer de l'expliquer au monde médical, hein, parce que ils ont leur protocole, la science, voilà, ils ont vraiment toutes ces informations-là. Et en fait, moi, j'arrive en me disant, mais écoutez, j'ai l'impression que je nourris quand même ce cancer beaucoup plus psychologiquement parlant que physiquement. Hello Lorraine, aujourd'hui je te reçois, tu as 28 ans et tu vis avec un cancer des ovaires diagnostiqué à tes 20 ans. Depuis, tu as traversé 6 récidives, 6 opérations, des chimiothérapies, une radiothérapie, autant d'épreuves qui finalement ont un impact presque plus grand sur l'aspect moral que physique. Tu as non seulement plongé dans un cheminement profond, mais aussi exploré toutes les pistes dans un but de guérison. Médecine conventionnelle, thérapie alternative, voyage, alimentation, travail psychologique. Aujourd'hui, tu souhaites surtout sortir du cadre imposé aux malades et questionner la pression de la curabilité. Dans cet épisode, on va parler de récidive, d'acceptation, de transformation, de lâcher prise et de tout ce que la maladie rend invisible aux yeux des autres. Parce que comme tu le dis souvent, le cancer n'est que la pointe de l'iceberg. Lorraine, bienvenue. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Hello Tamara, merci de me recevoir. Je suis vraiment très contente, de partager ce moment avec toi. Écoute, aujourd'hui, je me sens bien et fatiguée en même temps. Je suis dans une semaine assez chargée où je sens que j'ai fait un petit peu trop de ce que je devais et du coup, j'ai un peu le contre-coup. Mais aujourd'hui, on a du soleil, il fait beau, je passe un bon moment avec toi et du coup, ça remonte un petit peu la balance. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Moi, je suis très, très fatiguée, avec, 2 nuits de privation de sommeil ou de sommeil très haché et entrecoupé. Donc voilà, je sens que je suis bien, bien, bien sur mes réserves. Mais ici aussi, il fait soleil, les 2, on est en Suisse. Donc déjà ça, pour le moral, ça aide et je suis très heureuse d'être avec toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tu as été diagnostiquée à 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé pour toi? Quels étaient les premiers signes? Oui, alors, les premiers signes, franchement, je pensais que j'étais enceinte parce qu'il y avait un peu tous ces symptômes, les envies de faire pipi très fréquemment, le ventre un peu gonflé, une grosse fatigue. Enfin voilà, je sentais qu'il se passait quelque chose. Alors je me suis dit: «Tiens, je vais prendre un petit rendez-vous chez la gynécologue, pour contrôler, vraiment, juste un contrôle de routine». Et finalement pendant l'écho, ben, on observe qu'il y a une masse un peu, enfin qui est une masse qui est collée à mon ovaire, pas censée être là. Et la gynécologue du coup, elle m'a envoyée à l'hôpital pour faire, plus, d'examens approfondis pour, savoir ce qu'il en est. Et du coup, voilà, j'ai commencé ce grand chemin qui m'a duré 7 ans par un simple contrôle chez la gynécologue. Qui a duré 7 ans, c'est-à-dire? Oui, parce que en fait, l'histoire, elle commence par une opération qui s'est un petit peu mal passée. Je suis arrivée à un stade où la maladie a pris vraiment, une ampleur assez énorme et 20-25 centimètres. Et du coup, pendant l'intervention, la chirurgienne, quand elle a voulu, bah, enlever, en fait, la maladie de mon corps, la maladie, enfin, on appelle ça la tumeur, elle s'est rompue. Et du coup, ça en fait qu'il y en a eu un petit peu partout dans l'espace de mon ventre. Et ça fait du coup 7 ans que j'ai fait des récidives à répétition parce qu'en fait, à chaque fois enfin ça, c'est les théories, mais à chaque fois, en fait, c'est des cellules, qui se sont cachées, on va dire, entre les tissus, dans mes organes, dans mon ventre, qui s'est redéveloppé, en fait, à chaque fois, malgré tous les traitements que j'ai, essayés.
Si mon souvenir est bon, donc tu as eu 6 récidives et 6 opérations, c'est ça? Et je crois bien que oui. À chaque fois, tu sais, je les compte plus, mais oui, oui, là, j'ai eu ma 6e intervention, en novembre passé. Donc vraiment à chaque fois qu'il y a eu une récidive, il y a eu une opération derrière finalement? Oui, mais pas immédiatement parce qu'à chaque fois, j'ai voulu essayer, de faire disparaître la maladie, de guérir vraiment par d'autres, moyens que passer par la case opération, vu que c'est quand même assez lourd et qu'il y a quand même pas mal de conséquences. J'ai repoussé le plus longtemps possible vraiment pour essayer de guérir autrement et en fait, finalement, vu que la maladie a toujours continué d'évoluer, j'avais pas le choix d'opérer. Ça a été vraiment le processus le plus, on va dire, le plus simple, mais le plus conséquent. Voilà pour moi. Si on revient, 8 ans en arrière, tu as seulement 20 ans. Comment, à cet âge-là, tu vis ce premier diagnostic de cancer qu'on a quand même très souvent tendance à assimiler à des personnes d'un âge plus avancé? Oui, alors moi, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai quand on me l'a annoncé, j'ai vraiment eu un rire nerveux. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui rigole même, quand il m'arrive, des grosses misères et là, c'est vrai que le premier réflexe, ça a été vraiment de rire, de dire: «Non mais c'est une blague en fait, attendez, j'étais pas prête, j'ai autre chose à vivre que ça en ce moment» et hem et du coup, en fait, après on rentre dans un tourbillon qui va très, très vite parce que du coup, on doit commencer des protocoles, il y a énormément d'informations. En fait, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte vraiment de la situation et moi, j'ai vraiment eu le contre-coup plus tard. C'est vrai que moi, quand on me l'a annoncé, on m'a dit: «OK, dans 2 3 semaines, il faut opérer et puis après on va commencer des protocoles de chimiothérapie». Du coup, en fait, on y va quoi, on suit ce qu'on nous dit et on le fait. Mmh. C'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais peut-être comme toi, c'est un peu nerveux. Il y a quelque chose qui vient me bousculer un peu dans ce que tu racontes par rapport à ce côté hyper protocolaire, où finalement, tu as même pas le temps d'assimiler que tu vis avec un cancer. C'est tout de suite, tu rentres dans des espèces de ouais, de d'échéances, d'opérations à planifier, de rendez-vous. Mmh. Ouais, c'est À quel exactement moment tu as le ça. temps de simplement, enfin, laisser un peu infuser ce qui est en train de se passer? C'est vrai que la toute première fois, tu vois, je suis toute nouvelle, on va dire, dans ce monde médical. On sait pas du tout ce qui se passe, enfin, on sait pas du tout comment ça fonctionne. Du coup, vraiment, on n'a pas le choix de suivre ce qu'on nous dit de faire. On pose des dates, on pose des rendez-vous avec les anesthésistes, avec les chirurgiennes, les chirurgiens pour nous expliquer, ce qui va se passer et c'est vrai qu'il y a vraiment 0 moment où on prend le temps d'assimiler et hem et justement, c'est ce contre-coup qui vient beaucoup plus tard, en fait, du moment qu'on finit tout ça, on rentre à la maison et là, en fait, c'est une grosse claque de dire: «Waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé?» et je pense que c'est complètement inconscient et en même temps, presque heureusement que ça se passe comme ça parce que en fait, je sais pas vraiment ce qui est le mieux ou pas, mais voilà, en fait, on met une sorte de protection, d'armure, de dire, «OK, maintenant on va au combat». Enfin, voilà, c'est un peu les mots, qu'on entend souvent et que je l'ai pris comme ça aussi au début. J'ai: «OK, on fonce» et puis on regarde après ce qui se passe, on regarde après les émotions, les états d'âme. On va dire qu'on n'a pas vraiment le temps de se questionner sur ce qu'on ressent et hem et maintenant avec le recul, d'avoir vécu plusieurs fois ce processus, c'est vrai que j'ai eu la chance, ou en tout cas je me suis permise de prendre cette chance-là de prendre le temps, d'assimiler vraiment, de ralentir un petit peu le processus, de me laisser le temps de réfléchir à ce qui se passait, à ce que je voulais vraiment et en fait, je vois la différence, qu'on on le vit mieux, on l'intègre mieux et qu'il y a moins ce contre-coup après. Est-ce qu'à un moment donné, et je pense notamment à tes 20 ans parce que c'est vraiment les prémices, on te laisse le choix de remettre en question ce protocole? Est-ce qu'on te demande en fait, «Est-ce que c'est OK pour vous d'être opéré d'ici 2 3 semaines?» ou finalement c'est: «On va vous opérer d'ici 2 3 semaines». Tu vois la nuance? Dans mes souvenirs, c'était quand même assez imposé. C'était voilà, il y a ce protocole, voilà ce qu'on connaît de la situation, de cette maladie. On suit le protocole, on fait ça.
Et du coup, non, c'est clair qu'il y a pas vraiment de questions, il y a pas vraiment ouais, de remise en question sur qu'est-ce qui irait pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est vrai que bah, du coup, à 20 ans, moi, j'en ai aucune idée. Enfin, je suis pas du tout du métier, je suis pas du tout de ce monde-là. Du coup, bah voilà, il y a toujours cette posture qui se met, OK, on écoute ce que le médecin dit, lui, il est censé savoir ce qui est bon pour moi, alors j'écoute et je fais confiance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait vraiment la première fois. Et c'est en fait à la deuxième récidive qui s'est vraiment, diagnostiquée même pas une année après mes traitements, où là, en fait, j'ai vraiment pris ce temps de dire: «Non mais attendez, laissez-moi réfléchir parce que je pense que, je pourrais peut-être essayer de faire autre chose». Vu que je venais d'essayer, des traitements de chimio qui m'avaient mis vraiment à plat, enfin vraiment j'ai eu toutes les conséquences, de ces traitements. Pour moi, c'était beaucoup trop tôt, en fait, de recommencer ce protocole-là, quelques mois après. Et c'est là que j'ai mis un stop. J'ai dit: «Non, maintenant vous me laissez le temps de réfléchir. Je suis convaincue qu'il y a autre chose à faire». J'avais déjà commencé à lire des livres sur le sujet, d'avoir rencontré d'autres personnes, qui avaient traversé la maladie aussi. Et puis, en fait, voilà, ça en fait, c'est des portes qui se sont gentiment ouvertes, qui m'ont dit, «Attends, va voir s'il y a autre chose, parce que là, une deuxième chimio, je serais incapable de la vivre». Et là, on m'a laissé le temps de réfléchir. Et et puis du coup, cette deuxième fois, j'ai refusé. J'ai pris vraiment, la décision de pas faire ce traitement de chimiothérapie, parce que c'était beaucoup trop pour moi. Et je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de guérir autrement». Et du coup, ils l'ont pas entendu tout de suite. Ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie qui a été assez dure parce qu'on m'a mis beaucoup de pression pour faire ces traitements, pour suivre le protocole connu. Et ça a été, vraiment difficile, en fait, de tenir mes positions. De d'avoir vraiment confiance en moi et de me dire: «Non, je le sens pas, je veux pas le faire, laissez-moi tranquille». Ça a duré quand même quelques semaines de pression, jusqu'à ce qu'en fait ils ont compris qu'il fallait me faire confiance et que j'avais mon bout de chemin à faire. Ça soulève beaucoup de choses que tu dis. J'étais en train de me dire, quelque part, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a de, plus agréable pour le patient et ça change pour chacun, hein, en réalité, entre le côté, il y a tout un truc à suivre qui peut être assez contenant et comme tu dis: «OK, bah, on part au combat, l'objectif c'est ça, je vais de l'avant et puis, je me pose pas de questions». Parce que des fois de se poser des questions, c'est aussi anxiogène. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on laisse pas tant le choix à la personne et ça vient questionner des enfin, c'est quelque ch enfin, il y a des questions plus éthiques, philosophiques là derrière et je trouve hyper courageux de ta part d'avoir pu, dire à un moment donné: «Moi là, j'ai besoin de temps et d'espace», alors que quelque part, tu faisais peut-être, tu avais confiance en une certaine intuition mais on ne sait jamais si c'est le bon choix par rapport à la maladie. On ne sait pas si on est en train de complètement, se gourer ou pas, mais autant quand on fait une chimiothérapie que quand on décide de guérir par des voies différentes. On ne sait pas en réalité. Donc c'est hyper Mmh. courageux, je trouve, de s'extraire de ce protocole. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment partie de tout ce chemin-là. En fait, je me suis tellement retrouvée dans des situations d'ambivalence, de choix à faire, de est-ce que je suis les protocoles ou est-ce que je me fais confiance et je vais voir, autre chose? Est-ce que aller voir autre chose, justement, ne me met pas peut-être en danger ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Enfin, il y avait vraiment toutes ces questions. C'est des questions que je me pose encore et que j'ai pas les réponses. Mais ce que je pense, c'est que, voilà, quand c'est la première fois, donc on n'y connaît rien, c'est voilà, ça nous tombe dessus. En fait, on n'a pas vraiment ce choix-là. On suit. Et il y a plein de personnes, qui ont guéri, du premier coup, on va dire. Voilà, ils ont suivi le protocole, ils ont suivi ce qu'il fallait faire et et ils en sont, guéris aujourd'hui. Mais en fait, du moment qu'il y a des récidives, du moment qu'on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, ouais, là, ça ouvre vraiment justement toutes ces portes, toutes ces questions, tout ce cheminement intérieur de dire: «OK, bon, bah, là, ça a pas fonctionné, qu'est-ce que je fais?» Et là, on prend le temps. Et donc justement, tu as exploré énormément de choses, comme je le disais en introduction, changement d'alimentation, thérapie, voyage. Quel a été ton moteur dans cette quête et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont apporté sur ce chemin-là?
En fait, du moment qu'on m'a dit que j'étais retombée malade, qu'il y avait cette récidive, c'est vraiment en fait, il y avait vraiment une intuition en moi qui me dit: «Mais en fait, je sais qu'il y a un moyen de guérir autrement». Je savais pas lequel, je savais pas comment ni quoi, mais c'est comme si en fait je croyais pas, au protocole de la chimiothérapie. Vraiment juste déjà le principe, ça me faisait pas sens. Vraiment, c'est un truc qui me résonnait pas. Je dis: «OK, bon, on a essayé ça une fois, ça a pas marché, laissez-moi, voir ce qui existe». Et en fait, c'est vrai que ça a ouvert vraiment tout ce monde. J'ai tellement lu de livres, de témoignages. J'avais vraiment besoin de trouver des gens qui traversaient ça aussi parce que je me sentais, bah, très seule. J'ai 20 ans, je connais rien du tout de tout ce monde, médical, de la santé, du corps humain, comment il fonctionnait, enfin voilà. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée et c'est là que j'ai commencé à lire des témoignages de personnes qui avaient pu guérir autrement, qui avaient changé d'alimentation, qui avaient, fait tout un chemin spirituel, qui avaient pris des plantes, enfin, j'ai lu énormément de choses. Et en fait, au début, j'ai juste ressenti que moi aussi, je pouvais guérir d'une autre manière qu'un protocole. Et en fait, voilà, ça c'est un chemin qui m'a pris 7 ans. Alors je dis pas que j'ai fait tout juste, je me suis sûrement, plantée sur plein de sujets. J'ai vraiment essayé des choses aussi, qui sortent vraiment un peu de l'ordinaire. Et ouais, je pense que je me suis complètement perdue à un moment dans ma vie. Et mais ça a été vraiment enrichissant et intéressant parce que j'ai découvert énormément de choses sur moi, sur le monde, comment il fonctionnait, sur ce qu'est la maladie, sur le corps humain. Enfin, du coup, je suis vraiment dans une ambivalence de il y a un truc qui m'a poussée ou qui m'a guidée dans ce chemin aussi à apprendre et à vivre tout ce que j'ai vécu, on va dire à travers la maladie. Mais en même temps, voilà, la petite personne que je suis, le petit humain que je suis a vraiment pris cher et s'est vraiment complètement perdu. Et je trouve c'est hyper dur en fait de partager ça autour de moi, cette ambivalence de chemin. Quand tu dis que tu t'es perdue, est-ce que tu peux être un peu plus explicite? Alors, je pense qu'il faut se perdre pour se retrouver et ça a vraiment été, mon chemin parce que en fait, j'ai vraiment essayé plein de choses et ouais, je me suis perdue entre tout ce que j'ai lu, appris, discuter avec d'autres personnes malades. Enfin voilà, en fait, chacun avait, on va dire, sa manière de guérir. Et du coup, j'avais beaucoup les théories. Je savais que voilà, j'avais ma manière de guérir, qu'il fallait que je trouve, mon chemin, que je trouve ma guérison, tout ça. Du coup, ça m'a fait essayer tellement de choses et je pense qu'il y avait des choses complètement contradictoires. Il y a des choses, qui étaient complètement, dérisoires ou je sais pas. Disons que, ouais, le fait d'avoir essayé plein de choses était peut-être pas forcément bon pour moi. Ça a peut-être empiré la situation. Franchement, j'ai pas les réponses à tout ça, mais je sais qu'il y a des moments dans mon chemin où je me suis dit: «Mais attends, mais jusqu'où en fait la maladie est en train de me faire aller?» J'ai pris mon sac à dos, je suis partie 5 mois en Amérique du Sud, j'ai vécu des expériences vraiment incroyables. Mais il y avait vraiment des moments où je me suis dit: «Mais jusqu'où je suis prête à aller pour essayer de guérir et est-ce que c'est vraiment ça, le chemin pour guérir?» Enfin vraiment, je me suis, remise vraiment en question, sur ce que je cherchais aussi à travers la maladie, la guérison, tout ça. Tu as un témoignage qui résonne beaucoup avec ce que vivent les personnes malades chroniques. Quelque part, c'est de mettre toute leur énergie dans le fait de trouver une solution pour alléger les symptômes ou pour, voilà, guérir simplement. Et j'ai l'impression que j'entends souvent aussi, et ça me résonne personnellement, que finalement, il y a un épuisement. Il y a vraiment un épuisement d'avoir été fouillé partout. Partout, 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 d'avoir cru trouver tout d'un coup la solution et pour finir pas, et tout d'un coup un autre témoignage ou un livre réveille quelque chose et on teste une nouvelle, manière de faire. Et tu m'évoquais hors antenne typiquement que tu avais développé des troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose que j'entends aussi souvent. Heu, Au final, on entend tellement que, si on mange telle chose, c'est, inflammatoire, telle chose, c'est, pro-cancer, que
on finit par diaboliser les aliments et de se dire: «Mais finalement, c'est moi qui m'empoisonne, c'est» enfin voilà. Hem, Est-ce que ça aussi, ça fait partie de, hem, ce que tu évoques quand tu dis que tu t'es perdue? Oui, oui, clairement. Je voulais déjà juste rebondir, sur ce que tu parlais, autour de la maladie chronique et c'est vrai qu'il y a un médecin qui m'a dit ça un jour finalement. Il m'a dit: «Mais vous savez maintenant, le cancer, on peut aussi l'appeler co une maladie chronique», surtout quand justement là, il y a eu des répétitions, des récidives. Hem et en fait, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça de en fait, ça a enlevé aussi un peu cette pression du mot cancer et juste de le mettre dans cette catégorie aussi de maladie chronique et en fait, ça m'a vraiment allégé aussi d'une pression et voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que oui, effectivement, j'ai l'impression que le cancer est aussi une maladie chronique finalement, et pour rebondir, sur toutes les conséquences aussi que cette maladie m'a apportées en autre en tu as abordé le trouble du comportement alimentaire et ça, c'est vrai que c'est un gros sujet dans ma vie. Ça fait pas longtemps que j'en parle autour de moi parce que je l'ai vraiment, caché. Surtout qu'en fait, je me rendais pas compte, que c'est devenu un trouble du comportement alimentaire parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y avait énormément de pression autour de l'alimentation, de ce qu'on mangeait. On entend tellement tout et son contraire, comme tu le disais avant, hein, il y a des aliments, anti-inflammatoires, des aliments inflammatoires. On le dit, le sucre, c'est pas bon, ça nourrit le cancer. Enfin, on entend tellement de choses et je me suis beaucoup intéressée au sujet et il y a des choses très intéressantes, il y a des choses effectivement qui font sens. Il y a des choses que j'ai essayées, voilà, j'ai essayé de couper le sucre, j'ai essayé de faire un régime cétogène, vraiment qu'on enlève vraiment tous les sucres, glucides, tout ça. Heu, Ça m'a fait me mettre dans des états, dépressifs, que je pensais pas que c'était en lien avec ça, mais en fait, ma vie était devenue vraiment, bah, maussade, quoi. En fait, j'avais perdu le goût de la vie parce que j'avais perdu le goût de manger et en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore manger. Heu, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire dans la vie et j'ai essayé vraiment d'adopter une meilleure alimentation. Aujourd'hui, j'ai trouvé une sorte d'équilibre, mais vraiment je suis passée dans des phases où j'ai tout essayé et ça m'a fait plus de mal qu'autre chose parce que j'ai commencé à avoir peur de manger. J'ai commencé vraiment à avoir peur d'ingérer les mauvais aliments, de me dire: «OK, là, ce que je mange, c'est en train de nourrir mon cancer» et en fait, ça nourrissait vraiment une angoisse et du coup, ça m'a créé vraiment, bah, ces symptômes de troubles du comportement alimentaire où j'ai commencé à me faire vomir, voilà, j'ai vraiment je suis rentrée dans ce qu'on appelle la boulimie. J'avais de l'hyperphagie où en fait, je comblais un peu ces vides, je comblais un peu mes conflits émotionnels par l'alimentation et après j'avais cette voix dans ma tête qui me disait: Non mais ça c'est pas bon pour le cancer, non mais ça tu es en train de mourir, non mais ça tu vas grossir, tu vas retomber malade» et en fait, je pouvais plus garder ces aliments en moi parce que ça me faisait peur et du coup, bah, j'avais des phases, où je me faisais vomir tout ça et je l'ai longtemps caché parce que j'en avais honte. Je disais: «Mais en fait, personne peut comprendre ça». Enfin ouais, c'était un sujet vraiment, qui me faisait honte et c'est en discutant avec d'autres personnes et en voyant aussi d'autres, témoignages sur les réseaux, je me suis rendu compte que voilà, c'était un trouble du comportement alimentaire et que ça voilà, que ça s'appelait un peu, on va dire, maladie et qu'il y avait des choses, à faire et qu'on devait être accompagné et c'est là que je me suis dit: «OK, là, il faut que je commence à en parler et à trouver un accompagnement parce que c'est vraiment devenu invivable». Mmh. Ce que tu soulèves est hyper intéressant et là, de nouveau, pour moi, il touche, énormément la communauté de personnes, malades. Parce qu'aussi, il y a énormément ce discours que, nous sommes responsables de notre état de santé et que typiquement, bah, ce qu'on mange, bah, on en est responsable et si, bah, finalement, on a un cancer parce qu'on bouffe des paquets de chips et bah, c'est de notre faute, hein. Je noircis le trait, mais il y a un peu ce genre de discours dans la société actuelle et de manière, je dirais à titre personnel, j'ai pu aussi l'expérimenter, en rentrant dans des protocoles à certains moments au niveau, alimentaire qui me généraient presque plus de stress parce qu'il fallait, tous les jours que je mange, telle chose, ou à telle heure ou voilà et donc tout le temps j'avais une charge mentale de dingue à cause de ça
Et quelque part, après des années avec du recul, j'étais là, mais est-ce que le stress n'est pas plus inflammatoire et pas bon finalement pour la santé que le fait que aujourd'hui je mange un paquet de chips ou le fait que j'ai pas mangé mes 3 pommes dans la journée. Je donne des exemples au bol, mais c'est un peu ça tout d'un coup de se voir avec du recul et de voir que le contrôle qu'on y met est presque plus stressant, donc quelque part mauvais pour le corps, parce que ça, les études scientifiques le montrent aussi, hein, que le stress chronique, voilà, c'est pas bon pour la santé. Et il y a aussi quelque chose de très excluant, je trouve, dans les rapports sociaux, où quand on mange avec des gens, et ben finalement on est là, mais ça je peux pas manger, ça je peux pas manger. Alors c'est différent quand on a des allergies ou des intolérances avérées évidemment, mais en tout cas moi je suis sortie gentiment un peu de ça et j'ai le parti pris maintenant de dire bah quelque part c'est ok de se faire plaisir et bah, les symptômes n'ont pas empiré en réalité, alors que je laisse beaucoup plus de souplesse maintenant dans ce que je mange et dans les plaisirs et il y a rien qui est pire qu'avant. Donc ça fait du bien aussi des fois de se dire ça. Oui, tout à fait, vraiment, merci pour ce que tu partages parce que ça me résonne aussi, assez et c'est vrai que j'en suis gentiment là, mais justement grâce à tout un accompagnement, seul impossible de sortir de tout ça et il y a des hauts, il y a des bas, voilà, il y a des moments où tout va bien et d'un coup, il y a des rechutes et je trouve ça très, très dur à gérer. J'ai l'impression que du moment que ça a été touché, enfin, qu'il y a cette porte qui a été ouverte, elle est assez difficile à refermer, définitivement. Mais voilà, il y a vraiment, en fait, ce lâcher prise qui doit s'apprendre. Enfin, voilà, c'est une étape après une, un pas après l'autre, à essayer, à s'écouter, à vraiment, ouais, bah, à essayer puis se rendre compte que moi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit à chaque fois: «Mais je suis en train de me faire plus de mal que de bien, finalement, quand j'ai ces troubles, quand je me fais vomir». Enfin, je me suis rendu compte de ça, mais en fait, c'était tellement plus fort que moi. Enfin, cette peur de nourrir le cancer était devenue tellement anxiogène qu'en fait, je n'arrivais pas à me sortir de ça, toute seule et effectivement, maintenant, j'en suis gentiment là. Je lâche prise, j'essaie vraiment de m'écouter, de dire: «Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, bah, voilà, ce paquet de chips ou ce bonbon, bah, me fait du bien au moral» et ça aussi, en fait, ça fait partie d'une bonne santé, finalement et je me suis rendu compte de ça ces derniers temps, de me dire: «Mais en fait, malgré toutes ces récidives, je sais qu'il y a une partie de moi qui nourrissait ce cancer aussi, cette maladie à travers ce contrôle, à travers, ces troubles du comportement alimentaire, à travers tous ces symptômes finalement qui étaient peut-être beaucoup plus mental que physiques et ça c'est aussi assez une claque que je me suis prise, et qui est très dure aussi à partager et à essayer de l'expliquer au monde médical, hein, parce qu'ils ont leur protocole, la science, voilà, ils ont vraiment toutes ces informations-là et en fait, moi, j'arrive en me disant: «Mais écoutez, j'ai l'impression que je nourris quand même ce cancer beaucoup plus psychologiquement parlant que physiquement» et du coup, ouais, ça bouleverse un petit peu, ça confronte pas mal, mais c'est méga intéressant aussi. Dans ton cheminement pour la guérison, une amie à toi t'a posé une question forte. Elle t'a demandé: «Est-ce que tu veux continuer à explorer la guérison ou guérir dans le corps?» Qu'est-ce que cette question a provoqué en toi? Tu vois, rien que de l'entendre, elle me remet les frissons. Vraiment, bah, en fait, c'était il y a quelques mois de ça. Je devais réfléchir si je devais me refaire opérer ou pas parce que je venais d'apprendre justement que j'étais tombée malade. Alors que ça faisait 2 ans que j'étais à peu près enfin, que j'étais stable, ce qu'on appelle, être en rémission et du coup, j'avais de nouveau ce choix à faire. Est-ce que je me fais opérer? Est-ce que j'essaie un nouveau traitement? Enfin, voilà et du coup, c'est clair que voilà, du coup, elle m'a posé cette question-là et elle m'a fait tellement écho, elle m'a tellement résonné fort de me dire: «Waouh, oui, ça fait 7 ans, en fait, que j'explore aussi la guérison, que j'explore le monde à travers cette maladie». J'en ai fait un peu mon étude personnelle, de moi et du monde et c'est ça, enfin, ça a été très riche aussi. Il y a eu des beaux moments, j'ai appris énormément de choses, ouais, ça a été vraiment mon étude, scientifique, on va dire, sur moi et en fait, ces questions m'ont vraiment résonné en me disant: «Mais ouais, aujourd'hui, je suis fatiguée, en fait, d'explorer le monde, d'explorer, mes ombres, de faire ce travail sur moi, de faire, ce cheminement intérieur, de» et c'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien de me l'avouer
déjà à moi-même, de dire: «Waouh, effectivement, en fait, j'en ai marre, c'est bon. J'ai appris ce que j'ai appris, j'ai découvert ce que j'ai découvert, j'ai vécu des trucs incroyables, mais c'est bon, en fait. J'ai envie de vivre maintenant, quelque chose de plus léger, de plus doux» et en fait, de vivre cette vie, hem, sans le regard de la maladie, sans ce filtre-là et en fait, c'est quelque chose de super dur maintenant, ça c'est je l'admets parce que voilà, ça fait 7 ans que ça fait partie de ma vie, que tout tourne autour de ça. C'est vraiment ma racine, mon noyau de qui je suis aujourd'hui et maintenant je dois apprendre à vivre, sans ça, autrement, d'apprendre à vivre, juste pour moi, juste pour le plaisir de vivre, sans avoir une excuse ou une raison, de vivre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis parce que c'est vraiment un sujet, très intéressant et très sensible en même temps Est-ce que quelque et part, c'est plutôt vivre que chercher à vivre? peut-être, ouais, ouais. Justement, j'ai dû remettre en question vraiment ce que c'était, vivre. Mmh. Qu'est-ce que pour moi voulait dire vivre? Qu'est-ce que pour moi veut dire vraiment guérir finalement? Et du coup, c'est tout un chemin hyper intéressant et ouais, que ça soit autant philosophique, spirituel ou simplement peut-être normal en fait, voilà. Bah, je pense que je me trouvais une excuse de vivre. Ouais, c'est comme si une partie de moi n'acceptait pas de vivre simplement et qu'il fallait me pousser, dans mes retranchements pour avoir une excuse d'exister. Et ça, c'est tout un cheminement que j'ai dû faire et aujourd'hui, c'est clair que je le vis mieux et que j'ai pu répondre à mes questions et trouver aussi un peu un sens à ce que je suis venue faire ici sur terre, voilà. Justement, qu'est-ce que veut dire guérir pour toi aujourd'hui? Alors quand on m'a posé cette question et ça, c'est une question qui a justement, fait partie de ces 7 dernières années. Non, c'est après 2 ans de maladie, voilà, que j'ai rencontré, un thérapeute qui est devenu vraiment mon frère d'âme, vraiment une personne très importante pour moi qui m'a vraiment posé cette question. Il dit: «Mais pour toi, ça veut dire quoi guérir?» et en fait, voilà, intuitivement, enfin voilà, ma première réponse était, pour moi guérir, c'est me retrouver. Parce que j'avais vraiment cette sensation de m'être perdue avant la maladie, d'en fait, de pas savoir qui j'étais, de pas savoir ce que je faisais sur cette terre, moi je suis quelqu'un qui avait toujours été dans tous les sens, j'ai toujours cherché, voilà, ma voie, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus grande, tout ça et du coup, j'avais un peu cette sensation que la maladie est venue, m'aider à répondre à tout ça. Et du coup, ça m'a presque mis une pression que je me suis dit: «OK, pour guérir maintenant, je dois me retrouver, je dois savoir qui je suis» et en fait, c'est vraiment ce que j'ai entrepris ces 7 dernières années, hein. C'est tout ce chemin, intérieur aussi, d'avoir essayé ça, d'être allée, voir, ce monsieur, ce pays, cette culture et cette plante. Enfin, ça m'a donné énormément d'informations sur moi. Je me suis perdue, je me suis retrouvée. Enfin voilà, ça a été vraiment tout ce cheminement et en fait, la réponse, elle est venue à moi il y a quelques mois en ayant, hem, participé à une séance de yoga du rire où je suis sortie de là et j'ai vraiment ressenti dans mes tripes: «Waouh, mais ça, c'est trop mon truc et ça, c'est trop moi» et du coup, je me suis formée au yoga du rire et après cette formation, j'ai vraiment ressenti dans mes tripes que je m'étais retrouvée, que j'avais retrouvé, en fait, cette petite Lorraine qui a toujours été, un peu la pitre, le clown dans les situations, qui a toujours fait rire, qui a toujours dédramatisé les choses et créé des moments, rigolos et et en fait, c'est là que j'ai eu ce gros déclic de dire: «Ouais, mais attends, si je me suis retrouvée, c'est que je suis guérie, en fait» Mmh. et de me dire: «Waouh, en fait, voilà, j'ai peut-être trouvé ma guérison» et ça me fait me lâcher une grosse pression de me dire: «En fait, si je retombe malade, je vais plus me mettre sous cette pression de me retrouver». Enfin, je sais pas comment dire, j'ai dissocié en fait maintenant, cancer, guérison à, qui je suis aujourd'hui. Mmh. Déjà parce que sinon je pars dans tous les sens et que enfin je me perds et que je sais plus du tout, du quel est le sens de tout ça. Mais je suis à un step là de ma vie qui me fait du bien parce que j'ai réussi à dissocier un petit peu cette pression que la maladie est venue, me dire, me faire vivre. Tu me disais hors antenne: «Je suis celle qui a toujours tout réussi, alors mes récidives, je les vois comme un échec». Est-ce que maintenant, avec tout ce que tu me racontes,
tu ressens encore ça? Ou justement, il y a un recul différent? Bah, de t'entendre, ça me fait encore, un coup dans le cœur. Là, c'est assez drôle parce que enfin non, oui, c'est drôle et pas drôle, mais c'est vrai que pendant 7 ans, je l'ai vécu comme ça et ça fait pas longtemps qu'on me l'a dit et que je me suis rendu compte, en fait, de cette pression aussi que je me mettais. Parce que oui, j'ai tout réussi dans le sens où j'ai toujours été très bonne à l'école, des très bonnes notes. Enfin, j'ai vraiment jamais eu de problème, jamais eu de soucis dans ma vie. Tout voilà, j'étais dans un flow où j'essaye un truc, j'y arrive et justement, bah, la maladie a été le seul truc, que je n'y arrivais pas et je le voyais comme un échec et mais personne, en fait, autour de moi me le voyait comme un échec. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je redisais à mes proches que je retombais malade, je le vivais vraiment comme un échec. Et ça a été super dur et moi, en fait, je me rendais pas compte que j'étais rentrée, en fait, dans cette pression, dans ce contrôle de la perfection et c'est ouais, tout ce chemin intérieur que j'ai fait ces derniers mois qui m'ont fait me rendre compte de ça, en fait, de ce perfectionniste que j'ai depuis petite. Tout doit rentrer dans l'ordre, tout doit être parfait, tout est sous contrôle et en fait, la maladie est venue vraiment, appuyer là où ça fait mal parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne contrôlais rien, que ce n'était pas parfait et ça encore, aujourd'hui, c'est encore un peu sensible. Alors j'ai pris du recul et je l'ai accepté et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec ça. Mais effectivement, ça a été une grosse pression que je me suis mise d'année en année et je me suis rendu compte que en fait, la maladie, elle se contrôle pas et la guérison, elle se contrôle pas non plus et j'ai dû apprendre à lâcher ça, quoi. Gros challenge justement quand, on a toujours réussi tout ce qu'on a entrepris, de pouvoir se dire, bah, là quelque part il y a même pas cet objectif à atteindre. Mais moi, Et j'avais cet objectif à atteindre, bien tu sûr vois? et C'est totalement, voilà. légitime, mais de pouvoir faire un pas de côté avec ça, c'est, d'une maturité, extraordinaire. Bah, ça m'a pris du temps et voilà, je me dis: «Ben, peut je suis un peu têtue comme fille depuis petite, je suis le vrai bélier bête à cornes, je suis obligée de foncer dans les murs, dans les portes fermées et c'est vrai que je me suis rendu compte, je dis: «Mais waouh, je suis tellement têtue, tu sais, il m'a fallu tellement d'années pour comprendre ça» et voilà et j'accepte aujourd'hui, ça fait partie de mon chemin. Des fois, c'est dur de me rendre compte aussi de toutes les conséquences que cette maladie a aujourd'hui sur mon corps, sur mon côté psychologique. Enfin voilà, tous les bouleversements que ça m'a amené et de me dire que je me suis peut-être aussi inconsciemment poussée à vivre tout ça. Voilà, il y a un peu cette ambivalence de dire: «OK, bah, c'est ce que je devais vivre, j'accepte». Mais en même temps, je me dis: «Bah, fais chier quoi, je me suis quand même poussée, jusque-là et il y a quand même des conséquences à tout ça et du coup, j'essaie de lâcher ça parce que des fois je regrette et je culpabilise un peu en me disant que peut-être que j'aurais pu guérir plus vite. Mais encore une fois, voilà, j'essaie de contrôler et de me mettre cette pression, de faire les choses parfaitement. Les conséquences, elles viennent de la maladie elle-même ou des traitements et opérations ou de ce cheminement qui finalement, t'a fait aller dans certains extrêmes ou choses peut-être que tu regrettes? De quoi viennent donc ouais, les conséquences, elles viennent d'où pour toi? Elles prennent où leur source? Alors c'est très paradoxal, mais alors c'est vrai que, on va dire, physiquement, ça la source, c'est quand même la maladie. Il y a quand même quelque chose de physique, qui s'est créé dans mon corps, qui est voilà, qui est tangible. Du coup, c'est quand même ça le point de démarrage. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ce qui m'a fait le moins mal dans mon corps que tout ce qu'il y a eu autour. En fait, c'est une maladie, c'est un cancer qui est vraiment asymptomatique, qui est pas du tout agressif. En fait, c'est vraiment une cellule qui se développe toute seule, qui fait sa petite vie et voilà, qui n'a pas vraiment d'impact, dans mon corps. Elle n'attaque pas d'autres organes, elle n'attaque pas d'autres cellules. Du coup, c'est vraiment une maladie silencieuse. Là, on peut pas être plus clair sur ça. Et du coup, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est effectivement les opérations, les traitements, les angoisses que ça m'a créé, tous ces troubles du comportement alimentaire, toute cette anxiété, toute cette fatigue en fait, qui s'est générée, à cause de tout ça, finalement. Et c'est fou parce que c'est très dur à comprendre et les gens ne comprennent pas autour de moi, mais même les médecins, enfin, je veux dire maintenant je suis en train de rattraper, en fait, toutes les conséquences
des traitements et de ce qu'il y a eu autour de la maladie que la maladie en elle-même. Parce Mmh. que la maladie en elle-même, elle ne fait rien. C'est tout ce que ça réveille. C'est ça. C'est Mmh. vraiment tout ce que ça touche autour de la maladie, autre que la maladie en elle-même, quoi. Mmh. Et c'est très dur des fois d'accepter, justement, de me dire: «Je vis tout ça, je subis tout ça et j'ai toutes ces conséquences-là pour une maladie finalement qui ne me fait pas vraiment de mal». Mmh. Je trouve ça, terriblement, philosophique finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Est-ce que du coup, le fait de ne pas savoir apporterait moins de conséquences sur la vie? Exactement, et là, je suis dans une phase de ma vie où justement j'ai dit au médecin que je voulais plus faire mes contrôles de suivi, que je lâche complètement, ce côté médical parce que je me suis rendu compte que justement, c'est ces contrôles-là qui me créaient encore plus d'anxiété, de stress, et le fait d'avoir appris que j'étais malade, d'avoir eu ce diagnostic a engendré mais tellement de pression, de de stress justement à essayer de vouloir guérir autrement, à avoir des décisions à prendre, de dire: «Est-ce que je dois me refaire opérer? Est-ce que j'essaye un traitement, expérimental?» Enfin, du coup, ça ouvre vraiment toutes ces questions, tous ces choix à faire, et ça m'a vraiment plus détruit qu'autre chose, et du coup, là, maintenant, je rentre vraiment dans cette étape où je me dis: «J'ai plus envie de contrôler», parce que du coup, le protocole, ce serait de faire des contrôles de suivi chaque 3 mois pour voir si la maladie, elle revient ou pas, et là, en fait, j'ai plus envie. Je suis vraiment fatiguée de tout ça, et j'ai envie d'apprendre à vivre, vraiment dans cette légèreté au jour le jour avec tout ce que ça m'a appris. Maintenant, j'ai les clés, j'ai les ressources, pour m'accompagner le mieux possible, et du coup, c'est voilà, c'est un choix que j'ai fait et qui est encore très dur à comprendre autour de moi, à l'accepter. On me met quand même cette pression-là, de me dire, «Mais tu folle, on sait jamais ce qui peut arriver», voilà, faut garder ça sous contrôle encore une fois. On sait jamais, mais dans tous les sens finalement. On sait jamais. Exactement, exactement, et je me dis: «OK, j'ai suivi tout ça ces dernières années, maintenant en fait laissez-moi tranquille, laissez-moi juste vivre ma vie et puis il adviendra, ce qu'il adviendra, quoi». Enfin, voilà, je me fais confiance, je fais confiance à mon corps, et je suis pas bête non plus. Enfin voilà, je reste à l'écoute de dire: «Bah, ouais, s'il y a des symptômes qui apparaissent, s'il y a quelque chose qui est pas normal, j'irai contrôler». Mais voilà, j'ai plus envie de garder ça sous contrôle, juste pour garder ça sous contrôle. À tort ou à raison, la médecine allopathique a amené ce contrôle du corps et des fois, c'est à quel prix? C'est un prix quand même assez cher, déjà juste financièrement. C'est tout un budget aussi. Moi, j'ai plus mes assurances complémentaires, du coup, c'est souvent de ma poche, et du coup, c'est vrai que ça met aussi cette pression-là, et heu et oui, mais à quel prix? Mais c'est vrai que j'ai perdu quand même pas mal de choses dans cette histoire. J'en ai gagné d'autres, et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à avancer, de dire que aussi j'ai gagné beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout un cheminement, c'est toute une expérience finalement, et qui est dure parce qu'elle est tellement unique que justement, on peut pas se comparer aux autres, et on peut pas dire: «OK, toi, c'est ça qui t'a guéri, du coup, bah, moi aussi». Et en fait, on est presque seul du coup sur ce chemin-là, et heu et c'est ça qui a été très dur pour moi parce que, voilà, il y avait la théorie, de la médecine conventionnelle, les protocoles, la science, enfin les informations qu'on a à l'heure actuelle. Il y a tout ce qu'on entend sur la médecine alternative, tous ces témoignages de personnes qui ont guéri. Enfin voilà, ça m'a mis vraiment cette pression de dire: «En fait, je suis aussi toute seule parce que c'est mon corps qui fonctionne de cette manière-là». On est tellement tous différents qu'on a tous vraiment ce chemin unique. Mais du coup, des fois, c'est pas évident, en fait, de garder cette foi, cette Mmh. confiance, se dire: «OK, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi?» Et c'est toute une expérience qui prend tout son sens, mais qui prend du temps et qui prend de l'énergie, ouais, Une c'est vraiment expérience, ça qui change. singulière, vraiment singulière. C'est ça. C'est ça, et franchement, des fois, c'est pas évident d'être, bah, toute seule au milieu de tout ça, et de dire: «En fait, je peux compter que sur moi finalement, pour avancer». Dans l'imaginaire collectif, le cancer est une maladie visible.
On le voit par exemple à l'imagerie. Bien souvent, on apparente la perte de cheveux au cancer alors que c'est au traitement. Pourtant, tu dis que c'est la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que les autres ne voient pas? Alors, on ne voit pas justement, tout le stress que ça engendre, tous ces questionnements, toutes ces décisions à prendre. Voilà, on a sa vie qui est un peu, mis en danger, on va dire. C'est qu'il y a toujours un peu cette image cancer est égal à mort, que j'ai pas du tout assimilée, contrairement à mon entourage, à ce que la société nous montre, à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que j'ai pas du tout ressenti dans mon corps. Tu vois? Je me suis jamais sentie, «OK, je vais mourir». Et peut-être que c'est un déni, je sais pas, mais voilà, ça vraiment c'est vraiment, mon chemin. Mais on se rend pas compte justement, en fait, tous ces rendez-vous médicaux, tout ce qu'on vit, heu, en fait, derrière quoi, ces prises de sang, ces IRM, ces scanners, ces décisions à prendre. Est-ce il faut faire ce choix-là ou pas? Est-ce qu'il faut essayer ce traitement ou pas? Il y a toutes les conséquences des traitements. La fatigue, c'est quelque chose que, je me rends compte que maintenant, en fait, l'impact, de tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Alors parce que dans la chance d'être jeune, c'est que j'avais quand même pas mal d'énergie, que je me suis bien rétablie, que mon corps était encore pas mal, en forme et on va dire assez puissant pour s'en remettre. Mais voilà, maintenant ça fait 8 ans, j'ai 28 ans et là, ouais, je sens vraiment en fait le contre-coup, cette fatigue en fait de ces opérations, de ces traitements. Heu, il y a une partie de moi qui essaie de retrouver en fait la forme que j'avais quand j'avais 20 ans et c'est tout un deuil à faire qu'on se rend pas forcément compte de, en fait, de ce deuil du avant et du après, de OK, bah, en fait, je pourrais plus retrouver la personne de avant, je pourrais plus retrouver mon corps d'avant parce que maintenant, voilà, il y a des cicatrices, j'ai des organes en moins. J'ai vraiment tous ces bouleversements au niveau physique que je me rends compte maintenant et on se rend pas compte justement parce qu'en fait, moi, je suis dans une étape de ma vie où, enfin, en tout cas avant, j'ai voulu faire genre que tout allait bien. En fait, je sais pas si c'était pour me protéger ou pour protéger mon entourage ou ouais, c'est tout ce chemin d'acceptation, mais en fait, je crois que je voulais pas accepter d'être différente, de pas pouvoir faire certaines choses parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai eu des chimios et du coup, bah, en fait, un exemple, c'est que, bah, je sortais en soirée, même après mes traitements de chimiothérapie, j'étais là, bah, j'étais chauve avec, mon foulard et en fait, je voulais pas accepter d'être à la maison un samedi soir. Du coup, je sortais quand même avec les copains, je buvais quand même quelques verres, de temps en temps. Je voulais vraiment essayer de faire comme si tout était normal et en fait, c'était pas du tout normal et en fait, voilà, je rentrais et puis le lendemain, je subissais mais fois 2 les conséquences et je le cachais parce que voilà, je voulais pas accepter que j'étais plus du tout, dans le même enfin, que je pouvais plus en tout cas avoir le même rythme que mes amis de mon âge. Mmh. Tu me disais d'ailleurs: «J'ai l'air normal», donc on oublie que ça ne va pas. C'est ça et c'est vrai que dans mon expérience avec cette maladie, en fait, je l'ai je l'ai jamais vu comment dire? En fait, ça se voyait pas parce que même quand j'étais malade, j'avais perdu mes cheveux. Alors moi, j'ai eu la chance de pas trop perdre mes sourcils et mes cils. Du coup, il me restait encore un petit peu, on va dire, le visage, normal. Bah, c'est vrai qu'on se rendait pas compte et que même quand j'avais mon foulard sur la tête, on me demandait si c'était un accessoire de mode, en mode: «C'est trop stylé, vraiment ce». Enfin voilà, en fait, on s'est jamais rendu compte que j'étais malade. Alors c'est presque une chance aussi pour dire, bah, tant mieux pour moi aussi parce que, voilà, ça se voyait que j'étais quand même en forme et tout. Mais en même temps, du coup, je me sentais pas légitime. C'est: «Ah bah, en fait, Lorraine, elle va bien. Ah mais tu l'air en forme aujourd'hui, ouais, tu le vis bien quoi, c'est cool». Et du coup, ça a décrédibilisé un petit peu ce que je vivais, en cachette, chez moi à la maison, quand j'étais, au bout de ma vie, quoi. C'est rassurant pour les autres de se dire que finalement ça va, aussi dans l'impuissance que ça peut générer, à l'entourage. Bien sûr, énormément et en fait, on sait plus qui protège qui et c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement, hein, et que j'ai pris du recul maintenant, avec ça, mais voilà, j'ai voulu protéger mon entourage, de dire que tout allait bien.
et en même temps, bah, j'essaie de me rassurer moi-même aussi, de dire: «Bah, en fait, oui, bah, ça va, je gère, quoi». Bah, je trouve que c'est hyper dur justement d'avouer: «En fait, non, je gère pas», et il m'a fallu quelques récidives quand même pour en fait m'écrouler et accepter que j'en pouvais plus et que c'était dur et que je savais pas quoi faire, que j'étais perdue et que j'avais peur. Il m'a fallu quand même quelques années pour l'accepter, et en même temps, c'est tellement dur aussi de l'entendre autour que, ouais, je crois qu'on est tous dans une forme de déni aussi pour se protéger, et ça met un voile en fait sur ce qui est réellement en train de se passer, et c'est ça qui peut aussi, faire durer plus longtemps, on va dire, la maladie. Enfin voilà, tout ce chemin m'a peut-être pris plus de temps parce qu'en fait, il m'a fallu vraiment un moment pour accepter ce qui est juste réel là, maintenant, quoi. Tu as tes 2 ovaires qui ont été, retirés, tu ne peux donc pas avoir d'enfant, mais tu veux travailler avec les jeunes. Est-ce que tu as des projets en tête? Ouais, bah, ça, c'est tout un chemin aussi. Enfin, moi, depuis petite, je voulais pas d'enfants. Quand on parlait de ça avec les copines, tout le monde dit: «Moi, je veux 2 enfants, moi, je veux une grande famille», et moi, c'est quelque chose, vraiment, j'ai jamais ressenti, en fait, cette envie d'être maman, et et du coup, quand on m'a enlevé les ovaires, enfin, on m'a enlevé d'abord un ovaire. J'avais toujours mon deuxième ovaire, du coup, il y avait toujours cette possibilité d'être maman. On m'a parlé de tout ce qui était, congélation des ovocytes, voilà, au cas où, pour préserver, la possibilité d'avoir des enfants plus tard. Bon, voilà, c'est tout un chemin qui me faisait pas sens quand j'avais 20 ans. Du coup, c'est quelque chose vraiment que j'ai pas trop pensé et que j'ai pas été plus loin dans la démarche. Et puis, en fait, c'est il y a maintenant, bah, c'était il y a 3 ans, où quand je suis retombée malade, on m'a dit: «Bon, en fait, voilà, c'est mieux d'enlever votre deuxième ovaire. Vous en êtes où avec cette, question de la maternité?» Et en fait, j'étais dans une phase de ma vie où, en fait, j'en avais tellement marre de prendre des décisions. J'étais tellement épuisée et fatiguée, et je me suis dit: «Bon, écoutez, on enlève, c'est bon, j'en ai marre, si c'est mieux et que voilà, c'est ce qu'il faut faire, OK, on enlève». Et du coup, j'ai enlevé, ce deuxième ovaire, qui fait que maintenant je ne peux plus avoir d'enfant. C'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard à moi. Je pense que c'est un peu l'horloge, biologique, ce petit tic-tac finalement qui prend, voilà, son temps, et c'est plus tard où je me suis rendu compte que: «Ah ouais, en fait, je peux pas avoir d'enfant». D'accord, bon. Hem, c'est très ambivalent parce que d'un côté, j'aimais pas les enfants, je voulais pas avoir d'enfants, mais il y avait cette pression sociale, voilà, bah, tu arrives à un âge où, c'est bien d'avoir des enfants, les copines autour commencent à avoir des enfants, de dire: «OK, encore une fois, je suis différente, je vais pas avoir une vie normale comme tout le monde». Du coup, il y a déjà tout ça à accepter, et en fait, un jour, j'avais besoin, bah, de trouver un travail, d'avoir des sous, voilà. Enfin, il fallait que je gagne un petit peu des sous. Et puis du coup, j'ai une UAPE qui est pas loin de chez moi, qui cherchait une surveillante sur le temps de midi, et je me suis dit: «Bon allez, j'ai besoin d'argent». Et en fait, tout le monde a rigolé autour de moi parce que tout le monde m'a dit: «Mais attends, tu aimes pas les enfants, tu veux pas d'enfants, puis tu vas aller travailler dans une crèche, mais qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, j'y suis allée, et c'était incroyable. Ça m'a fait tellement du bien d'être en contact avec les enfants, et en fait, ça a vraiment ouvert une porte, en moi. J'ai fait un peu ce travail sur moi, sur mon enfant intérieur aussi. Qu'est-ce que l'enfant vient confronter en moi, et en fait, pourquoi je voulais pas d'enfant? Enfin voilà, ça m'a vraiment remis en question autour de ça, et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais les enfants, et du coup, là, ça fait une année que je travaille dans cette crèche. Hem En fait, ces enfants, ils m'ont permis d'être vraiment dans cet instant présent. En fait, c'est les seuls moments où je me rendais compte que je pensais pas à la maladie et à tout ce qu'il y avait autour, à tout ce stress, tout ce questionnement. J'étais vraiment dans cet instant avec eux, à rire, à jouer, et j'étais là: «Waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien», et en fait, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai envie de d'amener dans ma vie, alors pour l'instant, je peux pas faire grand chose d'autre, mais en tout cas, c'est une nouvelle perspective d'avenir qui s'offre à moi. Je me dis: «Bah, voilà, être éducatrice, de la petite enfance, ou même, éducateur, ouais, dans des foyers ou autre». Enfin voilà, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, dans ma vie et qui me fait vraiment du bien. Moi, Lorraine, j'arrive sur mes 2 dernières questions de fin. Est-ce qu'avant ça, tu aurais envie de rajouter quelque chose?
Écoute, non, je sais pas, là, déjà tout ce que j'ai dit, c'est déjà pas mal. Mais c'est clair que dans ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, parce que aujourd'hui, j'ai la chance de participer à des séminaires, à travailler en tant que patiente partenaire dans divers hôpitaux, à l'école, à l'HS de la Source à Lausanne aussi, avec les infirmières, où en fait, je partage mon expérience et mon regard de patiente en fait pour améliorer le système, la prise en charge médicale pour les futurs autres patients. Et c'est vraiment hyper enrichissant et incroyable et ça me tient vraiment à cœur de le faire parce que je pense que je suis pas seule à avoir traversé tout ça et je serai pas la dernière. Et il y a peut-être encore plein de choses que j'ai pas vécues non plus, que d'autres l'ont vécu aussi. Mais il y a vraiment cette importance d'ouvrir la parole sur ce sujet-là parce que c'est tant enrichissant que bouleversant qu'il faut voilà, qu'on peut pas rester seul, en fait, avec tout ce qu'on vit, avec tous ces changements que le cancer apporte dans la vie et pour moi, c'est super important, en fait, de sensibiliser tout le monde, même, nous qui traversons ça, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent, mais aussi nos proches, et le monde médical parce qu'il y a tellement de sujets, en fait, qui sont touchés indirectement quand on traverse cette maladie. En fait, on peut pas rester seul avec tout ça, et du coup, ça me tient vraiment à cœur d'être dans ce partage, dans cette transmission et de me dire qu'en fait, c'est aussi un peu ce parcours de résilience, de dire que j'ai vécu tout ça. Ça a été tellement dur par moments, mais si aujourd'hui je peux en faire quelque chose, de positif et en faire une force et donner de l'espoir aussi à toutes les personnes qui le traversent, je trouve ça, vraiment génial, quoi et ça m'apporte aussi beaucoup. Du coup, merci aussi de me donner cette possibilité, là, aujourd'hui. Et si tu avais un message à faire passer justement à toutes ces personnes qui le traversent, ce serait quoi? De un, de pas rester seul, ça c'est sûr, d'aller à la rencontre aussi d'autres patients, d'autres personnes qui ont traversé ça, pas pour se comparer justement, mais vraiment juste pour ouvrir la parole parce qu'en fait, on se rend pas compte tout ce qui peut être bouleversé par cette maladie, tous ces questionnements, tous ces, changements au niveau du corps, enfin, voilà, c'est qu'en fait, il existe aussi quand même beaucoup de choses pour, s'accompagner là-dedans, pour reprendre, de la vitalité, de l'énergie, pour traverser, on va dire, les traitements, le plus agréablement possible, si je peux dire. Voilà, il y a tout un monde ouvert autour de ça et du coup, faut pas rester seul. Ça, c'est mon premier message vraiment pour les personnes malades et pour l'entourage, les gens autour. En fait, j'ai envie de dire de s'intéresser aussi parce que moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est vraiment les gens qui s'intéressent aussi au sujet, qui fassent aussi, en fait, ce travail, on va dire, personnel pour m'aider à m'accompagner. Parce que si tout le monde faisait un petit bout de chemin, l'un vers l'autre, je pense que ça serait tellement plus facile. Mais vu qu'on est tous un peu dans nos protections, nos peurs, voilà, on vit tous quelque chose quand même. Mais je pense que ça ferait tellement du bien aussi aux personnes malades si l'entourage s'intéressait aussi et faisait aussi un petit peu ce bout de chemin, de s'intéresser, de se sensibiliser et de voilà, comme par exemple dans mon cas c'est pas parce que j'ai l'air bien que je vais bien. Et c'est ça qui m'a beaucoup manqué. C'est juste aussi, en fait, cet espace avec mes proches où je peux déposer et dire: «En fait, non, ça va pas, mais c'est pas grave, genre ne t'inquiète pas, c'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que ça va jamais aller». Mais de laisser ces espaces-là, en fait. Quel super pouvoir la maladie invisible t'a amené? Une empathie, une hypersensibilité au vivant, à tout ce qui m'entoure, à la vie, au monde, aux gens. C'est vrai que ça m'a ouvert vraiment toutes ces portes, cette connexion avec le monde dans lequel je suis aujourd'hui et j'ai fait des rencontres incroyables, grâce à elle aussi. Merci Lorraine pour ton partage. Merci à toi pour cet espace que tu m'as proposé et ça m'a vraiment fait du bien, de partager tout ça. Merci.